retrouver pour ce numéro de la Tribune du mardi qui est consacré aujourd'hui à Patrice Emery Lumumba. Patrice Emery Lumumba, ancien Premier ministre du Congo, assassiné, on s'en souvient, et qui aujourd'hui est immortalisé une fois de plus par l'Union pour les journalistes, l'Union des journalistes de la presse libre africaine, UJPLA, à travers un prix, le Grand Prix Patrice Emery Lumumba. Et pour en parler ce soir, deux personnalités, deux journalistes éminents, membres de l'UJPLA, qui ont également derrière eux énormément d'expérience. D'abord, Monsieur Lubunga Bia Ombe, qui est en République démocratique du Congo. Je précise qu'il a été pendant 20 ans correspondant de la BBC, British Broadcasting Corporation, et a été également conseiller en communication du président Kabila, Joseph Kabila, et il est aujourd'hui journaliste indépendant à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Bonsoir. Bonsoir. Et avec lui, El Atouabi Majbouline, qui est directeur du journal marocain L'Opinion, un journal vieux de 60 ans. Il est d'abord journaliste. Merci beaucoup pour l'invitation et bonsoir à vous. Et puis, sincère salut et amitié pour le peuple gabonais, frère. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes respectivement pour M. Lubunga, trésorier général de l'UJPLA, et pour M. Atouabi Majbouline, premier vice-président de l'UJPLA. Vous avez décidé au sein de l'UJPLA de faire en sorte que la mémoire de Patrice Emery Lumumba, premier ministre du Congo au moment des indépendances, se perpétue à travers un prix qui va donc bientôt définir les critères d'attribution. Qu'en est-il exactement? Comment est venue à l'UJPLA cette idée d'honorer Patrice Emery Lumumba? Est-ce que c'est par rapport à l'anniversaire des 60 ans de son assassinat, ou simplement pour perpétuer l'œuvre et les idées qu'il a défendues? Alors, si je peux me permettre de prendre la parole en ma qualité de premier vice-président de l'UJPLA, et je salue mon confrère et ami M. Lubunga en passant, j'aimerais dire que ce choix implique une certaine symbolique, parce que M. Lumumba, en tant que symbole de liberté et de paix pour l'ensemble du continent africain, pour l'ensemble des peuples africains. D'ailleurs, pour l'anecdote, les locaux de l'Opinion sont situés sur l'avenue Patrice Lumumba à Rabat. Ce qui veut beaucoup dire. Ce choix-là implique une certaine responsabilité aussi, au-delà du symbolisme. Ce qu'on veut exprimer à travers ce choix, c'est que la liberté, c'est une aspiration, une conquête éternelle, mais la liberté aussi, c'est une responsabilité pour nos autres journalistes. Et voilà, c'est un prix qui cherche à inciter à un climat de sérénité pour l'exercice du métier de journalisme dans nos pays africains. C'est un prix qui a une connotation de liberté, une aspiration vers la liberté, et ça s'adresse non seulement aux journalistes, mais ça s'adresse surtout aux États pour qu'on arrive à un climat de sérénité et de responsabilité dans l'exercice de notre métier qui est indispensable pour le développement de nos pays. Le Premier ministre du Congo au moment des indépendances, dans l'opinion. Aujourd'hui, il reste populaire chez les jeunes ou bien chez une autre catégorie de Congolais?
Merci beaucoup. Effectivement, Patrice Emery Lumumba a marqué l'histoire de la République démocratique du Congo et je peux dire même du continent africain tout entier. Et son nom est pratiquement célébré partout à travers l'Afrique. Et la République démocratique du Congo a célébré l'année passée le 60e anniversaire de son accession à l'indépendance. Et à cette occasion, le gouvernement avait pris la décision d'immortaliser pratiquement celui qu'on appelle ici le héros national, donc le principal père de l'indépendance. Et cette année, comme vous le savez, quand Lumumba a été assassiné dans la ville de Lubumbashi, au sud du pays, personne n'a jamais vu son corps. Alors, cette année, le gouvernement belge a décidé de ramener au Congo ce qui reste du corps de Lumumba, c'est-à-dire une seule dent que l'un des assassins avait gardée par derrière lui. Et cette dent sera ramenée à Kinshasa et enterrée sur la principale avenue qu'on appelle boulevard Lumumba. Et pour toutes les générations des Congolais, que ce soit à partir de 1960 jusqu'à aujourd'hui, toutes les générations, notamment dans le domaine politique, se réclament de Lumumbiste. Tout le monde se dit Lumumbiste pour dire que le nom de Lumumba garde toujours toute sa valeur ici au Congo, comme partout en Afrique. On trouve dans pratiquement toutes les villes du Congo une grande avenue qu'on appelle Lumumba. Il y a des écoles du nom de Patrice Emery Lumumba et c'est un nom qui circule déjà. C'est un nom qu'on renvoie de génération en génération. Et la décision de l'UJPLA de immortaliser aussi à sa manière le nom de Patrice Lumumba, c'est une grande fierté, non seulement pour le peuple congolais, mais pour le peuple africain. Une grande fierté pour les pays du continent africain, une fierté supplémentaire parce que Patrice Emery Lumumba avait la réputation d'avoir des idées révolutionnaires, même si c'était un homme policé et qui avait de la tenue, il n'était pas moins révolutionnaire. Et cet esprit de révolution, vous pensez, fait florès aujourd'hui auprès des jeunes en RDC? Esprit de révolution pour changer la gouvernance, pour faire avancer le pays. Ce qui a rendu Lumumba célèbre, ce n'est pas seulement la participation à la lutte pour l'indépendance de la République démocratique du Congo, qui deviendra pendant quelques années le Zaïre, mais aussi parce que Lumumba avait fait un discours le jour de l'indépendance, un discours qui avait brisé tous les protocoles d'usage devant le roi des Belges. Il avait dit que la colonisation a été néfaste pour les Africains et ce discours-là est resté un souvenir indélébile. Et puis Lumumba dira encore que l'histoire de l'Afrique sera écrite non pas à Washington, non pas à Paris, non pas à Bruxelles, mais ici chez nous en Afrique. Et c'est quand une union des journalistes africains décide de donner le nom de Patrice Emery Lumumba à ce prix qui va honorer les bons journalistes ou bien l'expression, le droit de l'expression en Afrique, ça montre effectivement que cette prophétie de Lumumba commence à s'accomplir. Les journalistes africains devront saisir cette occasion pour écrire eux-mêmes l'histoire de notre continent. Alors le continent africain, on le sait si on s'en tient au dernier classement de Reporters sans frontières, a quelques soucis avec la liberté de la presse. Ce prix va donc constituer une source de motivation pour ces journalistes Al-Atouabi Majbouline. Alors, vous citez Reporters sans frontières. Vous savez, Reporters sans frontières, c'est une organisation universelle, mais à forte connotation occidentale. Nous sommes dans des pays africains qui ont leurs particularités, et les grilles de lecture de RSF ne doivent pas être les mêmes que pour des pays ayant un niveau d'alphabétisation de 95% ou des niveaux de développement qui sont... Mais justement, on devrait avoir nos propres grilles de lecture, mais malheureusement, il y a très peu de rapports, sinon quasiment pas, venant des organisations de journalistes en Afrique. Il y a des instances, ça dépend des pays. Par exemple, ici au Maroc, il y a une instance qui a été créée qui s'appelle le Conseil national de la presse. Elle est constituée exclusivement de journalistes, de syndicalistes, et c'est des gens qui plaident pour une avancée de liberté.
liberté. Cela ne veut pas dire que les choses sont parfaites, mais j'aimerais revenir à RSF. Il ne faut pas que ça devienne des outils de flagellation. Le temps de l'Afrique n'est pas le temps de l'Europe et l'environnement n'est pas le même. Alors il y a des choses, il y a une responsabilité de part et d'autre. Les journalistes détenant un pouvoir, parce que la presse et le journalisme, c'est un pouvoir. Et tout pouvoir, il nécessite des garde-fous. Alors nous-mêmes, journalistes, il faut qu'on soit conscients de cette réalité. De l'autre côté, les États, il faut qu'ils se mobilisent et il faut qu'ils avancent. Il faut qu'ils se décomplexent par rapport à la liberté de la presse. Il ne faut pas que ça soit considéré comme un poison, mais que ça soit considéré comme un allié pour l'évolution des pays. Alors cela présume quoi? Déjà de travailler sur l'environnement juridique du journalisme. Tous les délits de presse doivent être exemptés de peine privative de liberté. Ça, c'est quelque chose, c'est un plancher sous lequel on ne peut pas descendre. Mais au-delà de ça, il faut que... Mais est-ce que ça ne fait pas des journalistes des citoyens hors du commun? Non, quand on parle de délit de presse, c'est spécifique. Mais bien sûr, les sécuritaires, parce qu'il y en a, comme les journalistes, il y a de l'autre côté des gens qui essaient de préserver leur marge de manœuvre. Et parfois, on a tendance à maquiller des délits de presse pour les faire passer en droit commun. Sur le registre du droit commun, il n'y a rien à discuter. Un journaliste qui est coupable d'un fait qui passe sous le coup du droit pénal, il doit être questionné, il doit être jugé comme n'importe quel citoyen. Et ça nous fait revenir à la responsabilité des journalistes aussi. Il ne faut pas que le statut de journaliste soit utilisé comme un bouclier pour outrepasser ses droits. C'est un droit qui a besoin d'être régi, qui doit être organisé et qui doit être mérité et respecté. Ça, c'est la partie du métier, parce que il ne faut pas avoir un esprit de corporatisme, il faut avoir l'esprit large. De l'autre côté aussi, d'un point de vue juridique et d'un point de vue législatif, il faut que les États protègent les journalistes, il faut qu'ils les protègent de toute pression, mais quitte aux journalistes de faire bon usage de ce droit et de cette protection. Et donc, l'UJPLA a pour ambition, évidemment, de ratisser large et de faire en sorte que la liberté de la presse sur le continent africain soit promue et qu'elle soit davantage enracinée à travers les mécanismes que vous venez d'énoncer. Lubunga Bia Ombe, il y a des réalités africaines et à l'instant, Alatouabi Al-Majbouline a rappelé cela, mais on a quand même, en ce qui concerne l'exercice du métier de journaliste, quelques difficultés également dans la plupart de nos pays. Effectivement, là, je rejoins mon confrère quand il dit que l'Afrique doit aussi avoir sa manière, sa façon de voir, sa façon de juger les événements. Nous ne devons pas toujours nous en tenir à ce que disent les Occidentaux. Et c'est pour cela que nous pouvons considérer que la décision de l'UJPLA, qui est une jeune organisation, mais qui vient de prendre une décision que je peux qualifier de révolutionnaire, cela veut dire que nous prenions nous-mêmes le contexte africain, l'environnement de notre continent pour pouvoir juger les journalistes. Pas toujours attendre que ça vienne des organisations que nous ne contrôlons pas, que nous ne maîtrisons pas et qui ont leur façon et qui ont aussi leurs objectifs. Il est vrai que le journaliste africain travaille dans des conditions très, très difficiles, des conditions politiques, des problèmes d'accès à l'information et nous devons tenir compte toujours de toutes ces réalités-là avant de décider, avant de juger ou de critiquer ce que fait le journaliste africain. Il faut tenir compte de l'environnement, du contexte, des réalités qui sont les nôtres, qui sont propres au continent africain. Il faut également s'organiser pour faire vivre les médias. Il y a le problème justement en Afrique du manque de ressources en ce qui concerne les médias et leur fonctionnement. Au-delà de l'environnement, je disais réglementaire,
il y a un environnement financier. C'est un marché comme les autres. Ce sont des entreprises. Les entreprises de presse, ce sont des entreprises qui ont des employés, du personnel qui nourrissent leur famille. Et dans ce sens-là, moi, je parlerai de Maroc parce que c'est ce que je connais, notamment cette période qui est très difficile du Covid-19. Alors, l'État marocain, il a entrepris une démarche que je juge très positive, celle de soutenir les entreprises de presse en assumant les salaires des journalistes. Pourquoi ? Parce que les journaux sont doublement impactés. Déjà au début de la pandémie, pendant le confinement, il y avait des problèmes de distribution et la parution des journaux en format papier a carrément cessé. On est passé à une parution numérique. Et puis, tout ça a un impact, notamment parce que les journaux, ils vivent de deux choses. Des ventes qui se font de plus en plus... qui se réduisent d'année après année parce que c'est cannibalisé par les nouveaux médias et ça c'est quelque chose qui est inéluctable, mais le papier résistera quand même. Et puis à la baisse des recettes publicitaires. Alors dans cet ensemble-là qui est complètement défavorable à la presse, moi je parle de l'État marocain, il a versé des aides aux entreprises de presse qui sont ponctionnées des budgets étatiques et ces aides-là ont été distribuées de façon inconditionnée, c'est-à-dire on n'a pas pesé quels journaux sont favorables ou défavorables au gouvernement, ça a été distribué de façon complètement inconditionnée, c'est quelque chose à saluer. Mais au-delà de ça, les journaux ne peuvent pas vivre de la charité de l'État. Alors les journaux, ils sont obligés de développer leurs propres ressources et d'évoluer vers des business plans qui sont complètement différents de ce qu'on connaissait traditionnellement. Il y a un vrai questionnement à faire pour le business de la presse, que je mets entre guillemets ce mot business parce que ça nous dérange un petit peu, nous autres journalistes, de parler de basses considérations pécuniaires, mais c'est le nerf de la guerre, l'argent. Alors il faut commencer à réfléchir à ça, et dans ce sens-là, il y a les instances qui veillent sur la liberté de la presse, parce que la liberté, elle doit être aussi financière. Il n'y a pas pire pression que la pression financière. Quand on est sous le dictat ou le joug d'annonceurs, qu'ils soient étatiques ou privés, c'est une façon aussi de réduire la liberté de la presse. Alors dans ce sens-là, les instances qui régissent ce domaine-là, elles doivent réfléchir, et ça c'est une priorité pour l'Afrique. Je crois que c'est une priorité. Bien sûr, il y a toutes les exactions auxquelles sont confrontés nos confrères à travers le continent. Ça aussi c'est une grande priorité, il faut que ça cesse. Mais l'autre priorité, c'est la survie financière des médias. Et dans ce sens-là, il faut garantir un cadre aussi législatif qui garantisse la prospérité des journaux. Mais il y a aussi un travail d'introspection à l'intérieur des entreprises de presse elles-mêmes. Elles doivent revoir leur modèle et puis réfléchir à de nouvelles ressources et essayer d'évoluer avec ce temps et ce contexte qui est loin d'être facile. Revoir les modèles et proposer des contenus différents. Vous avez évoqué tout à l'heure la nécessité de faire preuve de résilience, de s'adapter. Si au Maroc, comme dans certains pays, par exemple en Afrique de l'Ouest, on peut citer le Sénégal pour s'arrêter là, eh bien, il y a eu un soutien aux entreprises de presse pendant la crise sanitaire de Covid-19. Il y en a qui n'ont pas eu cette chance-là, et ça fait que justement avec les entreprises déjà en difficulté, beaucoup d'entreprises de presse ont dû parfois mettre la clé sous le paillasson ou bien réduire donc la voilure de leur organisation. Mais il y a un gros problème. Vous évoquiez tantôt ce marché avec le manque de confiance entre Africains d'abord, parce qu'on a des annonceurs qui préfèrent aller communiquer ailleurs. Peut-être qu'il va falloir aussi mettre en place un cadre qui puisse les rassurer. Oui, il y a un enjeu, notamment sans aller penser à des journaux panafricains qu'on connaît tous ou qui captent beaucoup qui sont basés en Europe et qui captent beaucoup de ressources, des annonceurs africains pour une raison X ou Y. Moi, je préfère parler de ce qui est faisable. Alors, dans ce sens-là, il y a tout ce qui est GAFAM,
Google, Facebook, et qui ont provoqué une vraie hémorragie dans les ressources, les voies de ressources de la presse et des médias. Alors là, c'est une responsabilité double, que ce soit du côté de la corporation des journalistes, mais aussi des États, de faire en sorte. On a vu dernièrement que par exemple, Google a commencé à rémunérer les médias français. Alors c'est quelque chose qui doit être fait en Afrique, avant la France, parce que les médias français, je crois qu'ils sont plus nantis que les médias africains. Et Google se sert dans le contenu de ces médias-là, ils le diffusent gratuitement, et ça constitue une fonction qui devrait rémunérer. Il y a aussi la captation des contenus publicitaires numériques et qui sont bradés sur les GAFAM et qui ne laissent carrément pas grand-chose à se mettre sous la dent pour les journaux africains. Alors il y a aussi là, c'est quelque chose sur laquelle il devrait y avoir une mobilisation continentale panafricaine face à ces nouveaux États qui sont loin d'être virtuels. Ce sont des États, les GAFAM, et demander notre dû pour qu'il y ait une redistribution juste et égale des ressources. Lubunga Biaombe, vous êtes comme Al-Matouabi, un ancien journaliste. Quelles sont les évolutions qui ont été connues? On sait que la République démocratique du Congo est un pays monstre qui compte de nombreux médias et journaux. Comment les choses ont été organisées là-bas pour améliorer les revenus, les recettes de la presse et faciliter le travail des journalistes ces dernières années? Pour le moment, je dois dire que la presse congolaise se trouve à la croisée de chemin, et je suis en train de m'interroger sur l'avenir des entreprises de presse ici au Congo. Il y a d'abord un problème, comme vous avez dit, que le Congo est un pays immense avec presque 85 millions d'habitants qui sont éparpillés sur 2 345 000 km². Et les journaux sont produits pratiquement dans des villes comme Kinshasa, Lubumbashi et un tout petit peu à Bukavu. Et l'ensemble du pays n'est pas couvert par les médias, surtout les journaux, je peux dire. Et un autre problème qui se présente devant nous, c'est l'évolution de la technologie. Les nouvelles techniques de l'information et de la communication font que les entreprises de presse de manière traditionnelle sont, à mon avis, appelées à disparaître s'ils ne s'adaptent pas à cette nouvelle configuration. Et maintenant, dans un pays comme le Congo, je ne vois pas comment les journaux ou bien les entreprises de presse vont survivre, parce que d'abord, les annonceurs sont devenus très rares à cause du coût de la vie qui est devenu le niveau de vie est devenu très très difficile, et beaucoup d'entreprises ne se sentent plus en mesure de payer ou de payer leur publicité, par exemple. C'est un problème très très sérieux ici au Congo, et que je crois on ne trouve pas de la même manière partout ailleurs en Afrique. Et cela fait qu'il s'est développé un phénomène qui est très très regrettable au Congo, qu'on appelle dans le jargon d'ici le coupage. Donc le journaliste maintenant vit de l'aumône qu'il perçoit chez la source d'information. Cela entraîne quoi? Une manipulation à outrance. Ce sont surtout les hommes politiques qui intéressent les journalistes pour faire paraître des publications soit en leur faveur, soit en défaveur de leurs adversaires politiques. Et cela constitue une sérieuse menace. Des sortes de mercenaires de la plume qui sont recrutés pour accomplir des basses besognes, et vous le soulignez tantôt, c'est à combattre bien sûr à travers la mise en place de structures qui fonctionnent comme c'est le cas pour l'UJPLA, qui commence on l'espère fort avec des personnages du journalisme dans les différents pays africains. Maintenant il y a le défi de la mobilisation. Il va falloir gagner la confiance des différents partenaires, mais là, il y a la difficulté de s'attirer des partenaires qui ne vont pas investir sans avoir à l'esprit de contrôler les médias. Ça, c'est
tout à fait exact. Et moi, je pense et je crois que ça devrait être l'un des rôles majeurs d'une organisation comme l'UJPLA, parce qu'il faut aussi dire qu'au niveau du continent africain, nous n'avons pas vraiment beaucoup d'organisations des journalistes qui s'intéressent à la vie des médias, à la vie des entreprises de presse et à la vie du journaliste lui-même. Dans beaucoup de nos pays, les journalistes sont parmi les gens qui sont les moins qui ont le niveau de vie le moins bas dans la société. Et souvent, le journaliste est négligé dans beaucoup de pays et il faut revaloriser cette profession, il faut revaloriser ce métier noble, comme on peut dire, parce que le journaliste a cet avantage d'être ce que Lénine appelait un ingénieur d'âme. C'est le journaliste qui est le premier à être informé pour informer la masse. Mais maintenant, s'il est clochardisé, on ne voit pas quel résultat il pourra produire. S'il est clochardisé, on ne voit pas en quoi il pourra être utile à la nation ou bien au continent. Al-Matouabi El-Majbouline, je rappelle que vous êtes premier vice-président de l'UJPLA, cette organisation de journalistes qui compte plusieurs dizaines de journalistes de tous les pays du continent africain et de toutes les régions. Est-ce qu'il y a donc au niveau de l'UJPLA une démarche, un projet de fundraising désintéressé pour, sait-on jamais, aider certains médias? C'est en projet, mis à part le prix Patrice Emery Lumumba, est-ce qu'il est prévu de se battre pour mobiliser des fonds en vue de soutenir certains médias? Se battre, oui, certainement, mais sur quel front? Parce qu'il y en a beaucoup. Il faut prioriser les choses et puis réfléchir à des démarches, à des stratégies. Alors, j'aimerais à ce propos saluer Monsieur le Président Yao Noël, qui est à l'origine de cette initiative, que je ne connaissais pas avant que j'entende parler de l'UJPLA. Et quand on m'a proposé, je me suis dit oui, et oui, 3 fois, parce que notre continent, il y a tout à faire. Il ne faut pas être dans une démarche pessimiste. C'est vrai que tout n'est pas bien, mais il faut se dire que aussi la marge de perfectionnement, elle est énorme. Dans ce sens, des instances comme l'UJPLA, qui devraient peut-être être rejointes par d'autres instances panafricaines, parce qu'il y a de la place pour tout le monde, mais c'est un excellent début pour entreprendre des choses. Avant d'entreprendre, il y a la réflexion. La réflexion qui a toute son importance. Et dans ce sens-là, l'UJPLA, c'est une agora qui permet une énorme réflexion. Ça bouillonne, ça germe, il y a des choses qu'on pourra faire, des choses qu'on ne pourra peut-être pas faire, mais il y a des idées et c'est déjà très bien parce que il y a une connexion maintenant entre plusieurs pays et c'est en train de grandir. Actuellement, je suis premier vice-président et puis éventuellement dans 20 ans, 25 ans, il y aura sûrement d'autres personnes qui vont prendre le relais. Mais moi, j'estime, j'ai la fierté et j'ai l'honneur de participer à cette entreprise en ses débuts. On est en train de semer les graines de quelque chose qui va fleurir, je l'espère, et qui va devenir grand. Et voilà, c'est ça ce que je peux dire par rapport à l'UJPLA. J'aimerais aussi rebondir à la question, tout à l'heure, vous avez posé une question précise par rapport à l'organisation du prix. Sincèrement, il n'y a pas quelque chose de défini. La réflexion est continue, mais ça ne différera pas des prix qui existent. On ne va pas recréer la roue. Certainement, il y aura des catégories, il y aura des critères, il y aura un jury, il y a des choses à définir. Par rapport au fundraising, c'est aussi quelque chose qui pourrait être entamé, une réflexion. Merci pour l'idée, mais c'est quelque chose qui est très important d'établir une sorte de fonds commun pour les médias, pour une assistance. Mais là, il faut être réaliste. Les besoins sont énormes et chacun, il doit s'assumer lui-même. Et il ne faut pas avoir peur d'un écrémage dans le milieu de la presse. S'il y a des entreprises qui disparaissent et d'autres qui naissent, c'est quelque chose de tout à fait naturel. Jusqu'à ce qu'on arrive, c'est une sélection naturelle, et jusqu'à ce qu'on arrive à des médias qui soient forts, bien installés. Il faut juste que l'environnement législatif, comme je le disais tout à l'heure, et financier, puis il faut une valorisation du métier
métier de la presse. Il ne faut pas que des gens qui n'ont rien à voir avec la presse viennent s'improviser en tant que journalistes dans les médias. Et c'est des choses, il y a un travail de nettoyage à faire par les médias eux-mêmes. Il faut préserver ce métier-là, il faut lui garantir les conditions de la pérennité et de la résilience. Tout à l'heure, vous avez posé la question par rapport aux mercenaires. Il y en a partout au Maroc et partout. Il y a des plumes qui sont achetées. Mais ça, c'est une faute, pas seulement à l'environnement, c'est les entreprises. Elles doivent faire leur propre nettoyage. Et puis, il faut que le journaliste travaille dans des conditions dignes, humainement dignes qui lui permettent de vivre sans prendre sa main, et il faut qu'il soit conscient de son statut, de son pouvoir, de son aura de journaliste. Il ne faut pas galvauder ces choses-là, ce sont des choses sacrées. Un journaliste, c'est une personnalité. Il faut, même s'il n'a pas les moyens, il faut qu'il agisse de la sorte. Il faut qu'il soit digne, il faut qu'il soit un exemple pour tout le monde. Il faut qu'il soit digne, il faut qu'il soit un exemple. On rappelle que le président du jury du prix UJPLA, du Grand Prix UJPLA Patrice Emery Lumumba, est le professeur Abdoulaye Bathily, qui a été désigné le 25 janvier dernier, une personnalité de premier plan au Sénégal et sur le continent africain, qui, avec son aura, permettra à ce prix, on le souhaite et on l'espère, de rayonner. C'est un prix qui, là aussi, va permettre aux journalistes de montrer bien sûr de quoi ils sont capables, mais également de compétir en ce qui concerne la qualité de leur travail. Je dirais que le prix, effectivement, va non seulement encourager et faire naître dans le journaliste africain cette fierté-là d'appartenir à un métier noble. C'est pour cela que les critères de sélection, que ce soit au niveau du jury, que les bénéficiaires du prix en question devront être d'une rigueur sans égale. La deuxième chose, c'est que l'Union qui vient de prendre la décision de créer ce prix Patrice Emery Lumumba, Patrice Lumumba, c'est pour effectivement que les journalistes africains, comme j'ai dit un peu plus tôt, s'approprient un peu de cette rigueur-là dans le traitement de l'information, dans la diffusion de l'information, pour que, comme disait mon confrère Abad, on a quelques soucis de connexion avec Lubunga via OMB. Pendant ce temps, on va retrouver Al-Atouabi Majbouline pour dire que en fonction des régions, évidemment, les réalités sont différentes. On travaille mieux dans beaucoup de pays d'Afrique du Nord pour les journalistes, même s'il y a des difficultés qui sont propres à cette région. Pour ceux qui pratiquent le journalisme? Je ne dirais pas qu'il y a une géographie, une géométrie variable. Les mêmes causes génèrent les mêmes conséquences, qu'on soit au Maroc, en Tunisie, en Algérie, ou au Sénégal, ou au Burkina, ou en Afrique du Sud. Je dirais même que parfois il y a des pays qui ne sont pas complètement nantis, où il y a une presse qui est très dynamique et qui s'exprime et qui est de qualité. Ça, c'est quelque chose qui est valable partout dans le monde. Mais les critères fixes qui ne doivent pas différer, selon moi, on a parlé de liberté tout à l'heure, une liberté qui soit méritée et responsable, en environnement professionnel d'accès à l'information et de respect des médias. Ça, c'est la responsabilité des autorités. Il faut faire des lois dans ce sens. Il y a un environnement d'entreprise interne aux entreprises de presse. Il faut garantir aux journalistes des salaires valables qui leur permettent et des outils aussi. On ne parle pas que de salaire. Et puis une certaine sérénité par rapport à leur devenir, notamment en termes de couverture sociale et des choses comme ça. Alors ça, c'est les critères qui ne peuvent que générer une presse. Après, il y a des contextes politiques.
Il y a des conjonctures économiques, des choses comme ça qui impactent l'exercice du journalisme. Et c'est quelque chose qui concerne aussi tous les États. Prenons par exemple l'exemple de l'Afrique du Nord. Actuellement, c'est vrai que l'Afrique du Nord en général, elle avait une presse présentée comme matériellement plus nantie, plus diversifiée, plus impactante. Mais je vais dire que depuis ce qu'on appelle les printemps arabes, les choses ne sont pas aussi roses. Alors, pour tout ce qui est de l'Afrique, ce qu'on appelle chez nous l'Afrique subsaharienne, l'Afrique centrale, ça aussi, c'est des environnements qui sont complètement variables et qui diffèrent selon les contextes politiques. Alors voilà, là, il faut s'accrocher à ce qui est fixe. Et ce qui est fixe, c'est ce que j'ai dit au début, c'est des entreprises solides, avec des journalistes motivés et qui sont protégés, un environnement réglementaire qui permette l'accès à l'information et puis une protection des journalistes, une protection dans la limite de leur métier de journaliste, pas une protection qui soit universelle, qui protège comme tout pour que ça ne vire pas à un pouvoir discrétionnaire. Voilà ce que je peux dire par rapport à ça. Et l'UJPLA, dans ce sens, c'est une agora, comme je l'ai dit, c'est une agora qui permet de réfléchir à des choses, de faire des pressions parfois, de suggérer et puis de pousser certains États défaillants à corriger le coche. Le prix Patrice Lumumba, c'est une grande incitation, c'est une symbolique, c'est une vitrine de l'UJPLA. Moi, je crois qu'il va récompenser la qualité, parce que pour moi la qualité c'est le premier gage pour la liberté. Alors on rappelle que l'UJPLA, c'est l'Union des journalistes pour la liberté de la presse en Afrique. C'est bien cela? Oui, exactement, l'Union des journalistes de la presse libre africaine. L'Union des journalistes de la presse libre africaine. Voilà. Il était important de le repréciser parce que on n'a pas souvent à l'esprit de traduire ce sigle. Alors l'UJPLA est une jeune organisation, mais qui compte beaucoup de monde. Déjà, ça a provoqué une sorte d'émulation et on a en quelques semaines d'activité déjà des dizaines de journalistes qui ont adhéré. Parce que l'UJPLA, c'est une opportunité et comme tout le monde le sait, nous autres peuples africains, nous aimons nous retrouver. D'autant plus si on est journaliste, alors c'est quelque chose qui est complètement positive, d'avoir une instance qui soit internationale comme ça et panafricaine, qui permette aux journalistes de se retrouver. Les journalistes sont naturellement enclins aux échanges et au partage et aux retrouvailles. Alors la création de l'UJPLA qui est une plateforme de rencontre justement et d'échange et de réflexion, mais aussi d'action, ne peut être que bénéfique et ça nous manquait en Afrique. On avait besoin de ça, ça n'existait pas. À ma connaissance, il y a eu des essais, des tentatives, mais on espère que cette fois-ci sera la bonne, que l'UJPLA s'inscrira dans la continuité et la pérennité et que ce champ-là aussi de l'associatif panafricain s'étoffera par l'arrivée de nouveaux arrivants, que tout le monde aille dans le même sens, qu'il y a de l'interaction, de l'enrichissement, de l'échange de savoir et de savoir-faire. Il y a plein de choses, comme j'ai dit tout à l'heure, à faire. Il faut juste de la bonne volonté, de l'organisation aussi, parce qu'on ne peut pas construire des choses comme ça sur la base de slogans. Nous autres Africains, nous avons cette tendance à bien parler, à beaucoup parler, mais il faut aussi qu'on apprenne à agir, à faire les choses, à concrétiser les choses. Et
Voilà, il faut agir, être concret. C'est vrai que le continent africain, on le répète toujours, hein, est le continent de l'oralité. Et vous l'avez souligné tantôt, nous avons d'excellents orateurs, mais il va falloir là lier la parole à l'acte en faisant en sorte que tout ce qui est entrepris en ce qui concerne, au sein de l'UJPLA, bien entendu, en ce qui concerne l'amélioration ou bien l'enracinement, le renforcement de la liberté de la presse en Afrique soit réellement concrétisé et que, bien sûr, il y ait davantage de personnes qui adhèrent à cette organisation. On a également de nombreuses interrogations en ce qui concerne, pour l'instant, les réunions. Elles se font par appel vidéo Zoom uniquement, par visioconférence, en raison des restrictions qui sont liées à la pandémie de Covid-19. Heureusement que Zoom existe, parce qu'il n'y a pas que pour l'UJPLA. Vous savez que les lignes aériennes maintenant sont réduites au strict minima, que les échanges, il y a de grandes difficultés de voyager. Alors là, dans ce sens, la technologie, c'est une bénédiction qui nous a permis de travailler parfaitement. On n'est pas obligé de se toucher ou de se sentir pour travailler, interagir ensemble. C'est des outils qui sont utilisés partout. Y a pas. Mais bien sûr, tout cela n'exclut pas l'espoir de rencontres physiques et réelles. Et parmi ces projets-là, une conférence programmatique au Maroc. Nous avons eu l'honneur d'être choisis pour accueillir, et c'est quelque chose sur laquelle on est en train de travailler, de fixer bien sûr le périmètre et puis le nombre de participants. On aimerait bien accueillir toute l'Afrique, mais on ne peut pas. Malheureusement, il faut que ça soit bien défini dans le cadre du bureau de l'UJPLA pour savoir les représentants et puis pour faire des choses. Ça va être l'occasion de concrétiser certaines choses, d'annoncer certaines choses. Mais on en est toujours à l'état de projet, à l'état de préparatif et on vous tiendra informé. Après, bien sûr, rien ne nous empêche aussi d'établir un calendrier d'événements, de rencontres suivant les États. Voilà, chaque pays doit profiter de cette opportunité qu'est l'UJPLA pour Donc on aura, pardon de vous interrompre, pour le compte de l'année 2021, les premiers lauréats du Grand Prix Patrice Emery Lumumba de la liberté de la presse. On l'espère bien. C'est quelque chose qui a été annoncé justement dans le groupe d'échange, parce que vous disiez tout à l'heure qu'on échangeait par Zoom, mais on échange beaucoup aussi par WhatsApp. Mais voilà, il y a l'aléa de la pandémie internationale qu'il faut prendre en compte. Moi, je suis un petit peu réaliste et je n'aime pas beaucoup m'aventurer sur des dates ou des choses qui soient... Il y a quelque chose qui échappe à tout le monde, dont le contrôle échappe à tout le monde, c'est cette pandémie. Et ça serait dommage de faire un prix complètement virtuel. Et tout ça, ça reste à définir. C'est des choses sur lesquelles le bureau de l'association travaille. Et je peux vous dire que ce soit le président ou le secrétaire général ou le trésorier ou les vice-présidents, personne n'épargne ses efforts et ni son temps pour que cet événement qui est une vitrine de l'association de l'Union des journalistes de la presse libre africaine, c'est un événement vitrine qu'on espère réussir dès la première édition et bien sûr à perfectionner après par la suite. Alors nous étions en compagnie de Lubunga Biaombe de République démocratique du Congo, qui est trésorier général de l'UJPLA, mais qui n'est plus en ligne, certainement pour des raisons techniques. On espère le retrouver prochainement pour probablement discuter de ce prix, de ce grand prix Patrice Emery Lumumba. Il y a d'autres personnalités africaines à côté de Patrice Emery Lumumba. Elles seront aussi prises en compte pour certaines dans les prix qui seront attribués?
Il est sûr qu'il existe un panthéon. Heureusement, c'est un continent immense et riche par ses hommes et ses femmes. Alors, la liste des personnalités qui devraient être honorées, ne serait-ce que par l'attribution de leur nom à des prix, est, je dirais, presque illimitée. Mais voilà, moi, comme je vous l'ai dit, j'aime pas beaucoup m'avancer, mais c'est des choses qu'il faudra clarifier et puis qui seront communiquées en temps utile quand elles seront complètement validées et fixées. On rappelle aux téléspectateurs de la tribune du mardi que nous recevons sur ce plateau pour ce numéro Al-Atouabi Majbouline, qui est directeur du journal marocain L'Opinion, un journal âgé de 60 ans aujourd'hui, qui est d'abord journaliste et également premier vice-président de l'UJPLA. Et il y avait en notre compagnie également Lubunga Bia-Ombe de République démocratique du Congo, qui est trésorier général de l'UJPLA, mais qui n'a pas pu rester jusqu'à la fin de l'émission en raison de dysfonctionnements techniques. On note quand même qu'il y a sur le continent africain, malgré les problèmes, justement une forte mobilisation, un dynamisme de la presse, avec surtout les nouveaux médias venus avec Internet. Il est clair que le continent africain, de ce point de vue-là, a de la ressource et devra mieux s'organiser grâce peut-être à l'UJPLA. Absolument, c'est une question d'organisation, tout est une question d'organisation. Alors, les fondamentaux de l'UJPLA sont complètement définis, il y a un statut. Et la protection des journalistes dans leur liberté et dans leur champ d'action, c'est quelque chose qui est central. Mais après, il y a toute la périphérie du métier de journaliste, qui est un métier riche et qui interagit avec divers paramètres sociétaux, politiques ou économiques. Alors, je veux juste rappeler que l'UJPLA, c'est une instance de journalistes pour les journalistes. Et c'est une instance qui est au stade de germination, c'est-à-dire que ce n'est pas une instance qui est arrivée à son stade de maturité. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, la marge de manœuvre, elle reste entière et riche pour apporter de nouvelles choses, pour améliorer cet environnement houleux du journalisme en Afrique. Et voilà, les promesses sont énormes, mais il faut aussi les moyens pour atteindre ces promesses. Et l'UJPLA, en tant qu'instance associative avec des adhérents privés, c'est des journalistes, elle aspire à offrir cette agora de réflexion pour réfléchir à des actions à venir et concrètes sur le terrain. C'est une plateforme qui n'a pas son pareil actuellement en Afrique, et nous invitons tous nos confrères de tous les pays. D'ailleurs, j'aimerais dire que ce n'est pas une instance francophone, elle est quadrilingue, où il y a même 5 langues, et elle est ouverte à toutes les expressions linguistiques, qu'elles soient lusophones, hispanophones, francophones bien sûr, anglophones et même arabophones. Alors, tout cela pour dire que c'est une instance qui tend ses bras vers tout le monde. Et elle outrepasse même les limites du continent africain, puisque nous avons des adhérents aussi dans divers continents, en Amérique, en Europe. Et l'Afrique, je ne sais pas si je paraphrase quelqu'un, mais ce n'est pas qu'un continent, c'est une idée, c'est une âme. Et dans ce sens-là, il n'y a pas que des journalistes africains qui sont les bienvenus, mais tout journaliste qui aspire à la liberté, qui veut apporter un savoir-faire, qui veut apporter des choses positives à ce continent qui en a bien besoin. Nous lui disons bienvenue et marhaban, comme on dit chez nous en arabe. Bah écoutez, merci beaucoup El Atouabi
Majmouline. Je rappelle que vous êtes premier vice-président de l'UJPLA et également directeur du journal Le Point que nous avons eu la possibilité aujourd'hui de lire grâce à vous, bien entendu. Souvent, c'est le matin que nous lisons parce que certainement que nous ne savions pas qu'il y avait d'autres titres en français, mais on y prêtera davantage attention pendant notre revue des titres. Merci au président Yao Noël qui a bien voulu faciliter le contact, le président Yao Noël de l'UJPLA, faciliter le contact avec vous pour cette émission qui, on l'espère, aura eu un caractère pédagogique avec aussi Lubunga Bia Ombe, le trésorier général de cette organisation que nous voulons et que nous souhaitons à l'avenir très forte avec un maximum de journalistes. Merci de votre attention et de votre disponibilité. Très bonne suite de programmes sur Label Radio et Télévision, votre chaîne panafricaine internationale.